Le métier d'avocat fascine, une vocation, de l'ambition, un uniforme, la robe noire, une robe qui traîne derrière elle pas mal d'idées reçues. L'avocat commis d'office est moins efficace que celui à qui l'on paie des honoraires. Les avocats sont tous amis et s'arrangent entre eux pour régler leurs affaires au détriment des clients. Un avocat qui perd un dossier est forcément mauvais. Alors pour démêler le vrai du faux et rendre justice à cette profession ô combien nécessaire, je reçois 3 avocats sur ce plateau. Tout d'abord, Maître Aurélie Soria, bonjour. Vous êtes avocate, membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris. À vos côtés, il y a Hervé Temim, avocat pénaliste. Bonjour monsieur, vous avez notamment défendu Bernard Tapie, Gérard Depardieu, Alain Flelou et bien d'autres clients célèbres. Vous avez publié en 2012 La défense dans la peau chez Stock. Et enfin, Maître Amandine Sarfati, bonjour. Bonjour. Avocate également. Vous avez écrit ce livre, Chronique d'une jeune avocate, aux éditions Henrik B, avec d'ailleurs une préface de Maître Temim. On y reviendra un petit peu plus tard. Aurélie Soria, qu'est-ce qu'un avocat commis d'office? En quoi consiste sa mission? Alors, l'avocat commis d'office, c'est l'avocat qui est commis par le bâtonnier, donc de l'ordre de Paris concernant Paris, mais des ordres évidemment de toute la France concernant les avocats commis d'office en France. Alors, il s'agit essentiellement, normalement, de la défense pénale d'urgence. Donc, il s'agit des comparutions immédiates, il s'agit également du droit des étrangers et il s'agit enfin du droit des mineurs pour que ces mineurs-là puissent bénéficier d'un avocat dédié à leur défense qui ont une formation particulière. Alors, j'insiste sur le fait que depuis, il y a eu beaucoup de critiques sur les avocats commis d'office et depuis quelque temps, nous imposons évidemment une formation qui s'appelle la défense pénale d'urgence, la défense d'école pénale, qui doit être suivie par tous les jeunes avocats qui souhaitent être inscrits sur les listes afin de pouvoir devenir un avocat commis d'office. Dans le film qu'on a vu, et c'est important peut-être de le préciser, on voit essentiellement les audiences en comparution immédiate. Oui, absolument. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant dans ce film, même si il dénonce quelques travers et que c'est un film et qu'il faut évidemment laisser à son auteur la possibilité, c'est une fiction, et que dans ces cas-là, c'est pas ce que je vis moi au quotidien. Cela étant dit, ce qui est sûr, c'est que les conditions d'exercice de cette défense sont extrêmement difficiles. Elles sont extrêmement difficiles, et notamment en comparution immédiate, parce qu'il s'agit d'une défense d'urgence. Alors, on va y revenir un tout petit peu plus tard. Hervé Temim, est-ce que vous avez été commis d'office? J'ai été commis d'office un nombre incalculable de fois, puisque, alors ça, vous me ramenez à mon âge, j'ai commencé en 79, j'ai jamais eu de patron, j'avais 21 ans, et donc je me suis inscrit dans un barreau qui était celui de Versailles, parce que d'abord j'y vivais, et qu'ensuite, contrairement à ce qui se passait au barreau de Paris, en première année, on avait des commissions d'office. À l'époque, on n'en avait pas au barreau de Paris avant la 2e année. Je terminais mes études, mais j'ai été happé par la passion dévorante de ce métier, justement, parce que j'étais commis d'office chaque jour. Et j'étais commis d'office non seulement en comparution immédiate, à l'époque ça s'appelait les flagrants délits, mais aussi devant le tribunal correctionnel, mais aussi, et j'allais dire et surtout, dans mes souvenirs les plus forts, devant la cour d'assises. Et je puis vous témoigner que les avocats commis d'office sont parfois des avocats qui offrent des défenses d'une qualité extraordinaire. Non pas vous témoigner parce que je l'ai fait, mais parce qu'en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est assez triste sur ce que j'ai pu faire après. C'est presque des souvenirs que j'ai eus dans des affaires où j'ai été commis d'office. Non, c'est vraiment, bien sûr, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de très très important parce que... Presque d'essentiel à la formation d'avocat. D'avocat pénaliste. On est commis d'office exclusivement au pénal. Oui. Mais bien sûr, et il faut savoir, je pense que vous ne me contredirez pas, que moi, à mon époque, le barreau était prospère dans son ensemble. Les commissions d'office étaient gratuites, pas rémunérées du tout. Autant vous dire que quand on voulait être commis d'office, on pouvait l'être. Et on l'était de manière très importante. Aujourd'hui, le barreau se porte moyennement bien, voire mal. Il y a beaucoup de précarité chez beaucoup d'avocats. Donc les commissions d'office qui sont rémunérées, pas suffisamment, mais qui sont rémunérées, sont l'objet d'une grande convoitise. Et donc il y a beaucoup moins d'offres que de demandes de commissions d'office. Donc pour les jeunes avocats qui veulent faire du pénal, les commissions d'office sont une occasion extraordinaire, non seulement de défendre les gens pour lesquels ils sont commis, mais aussi de se faire connaître, de montrer ce dont ils sont capables. Donc c'est vraiment une école, pour moi, extraordinaire. C'est l'école majeure, selon moi,
dans la formation d'un avocat pénaliste. Amandine Sarfati, il y a un chapitre consacré à la commission d'office dans votre livre. Je cite « L'enfer du devoir ». Pourquoi ce titre ? Parce que c'est des journées qui sont très éprouvantes. Et finalement, je pense que pour tenir et pour se dire qu'on est à sa place, il faut vraiment avoir cette passion du droit, cette passion de la défense. Et ce n'est pas quelque chose de forcément inné. Moi, je n'avais pas la vocation à la base. J'ai fait les commissions d'office parce que j'avais envie de voir ce que ça représentait. J'ai fait l'école de la défense pénale. Je fais partie de cette génération qui, pour être commis d'office, doit passer par la case formation pénale à l'école du barreau. Mais c'est vrai qu'une fois sur place, même si j'ai trouvé ces moments exceptionnels, hors du commun, très enrichissants, il faut psychologiquement tenir le coup. Je me permets de compléter vos propos. J'ai relevé ce petit passage dans votre ouvrage. J'ai donc 3 heures devant moi pour prendre connaissance de 6 dossiers, m'imprégner de leurs histoires, m'entretenir avec tous, etc., préparer leur défense et ne pas me demander 100 fois dans la journée « mais qu'est-ce que je fous là ?» Alors on le rappelle, au barreau de Paris, les commissions d'office sont assurées sur la base du volontariat. Pourquoi avoir accepté finalement d'en faire des commissions d'office ? Je me suis mise très vite à mon compte et j'avais envie de vivre pleinement cette profession. Et je me suis dit que pour la vivre pleinement, il fallait aller au devant et participer à ces commissions d'office. C'est vraiment une expérience qui m'a formée, très enrichissante, mais encore une fois, c'est pas évident de se retrouver dans cette défense pénale d'urgence. Et c'est une véritable prouesse intellectuelle aussi, c'est pas quelque chose de simple. C'est-à-dire que passer d'un dossier à l'autre, comme ça, très vite. Passer d'un dossier à l'autre, c'est la course contre la montre. Et puis ensuite, il faut être à la hauteur quand même, parce que c'est la vie des gens. Et on peut pas se permettre d'être à moitié, il faut être à fond. Donc je pense l'avoir été, j'ai tout donné, j'ai vraiment essayé de faire le mieux que je pouvais. J'en suis sortie parfois satisfaite, parfois déçue. Mais en tout cas, humainement, c'est quelque chose de très intense et parfois de carrément déstabilisant, pour ma part. Oui, on vous entend. Oui, non, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je décrivais le côté formateur et merveilleux pour un jeune avocat. Aujourd'hui, vous étiez souvent, surtout commis d'office, dans comparution immédiate. Oui, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la façon dont la justice est rendue dans le cadre de cette justice d'urgence est déplorable. Et que le rôle des avocats est donc non seulement limité, mais extrêmement difficile. C'est vraiment un mode de jugement qui est à réformer de fond en comble, et où la place de l'avocat n'est pas suffisante, et où on n'a pas le sentiment que la justice est rendue de manière, à mon avis, acceptable. Donc il y a d'ailleurs en ce moment une pièce au Théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées qu'il faut absolument aller voir, qui est tirée des chroniques de Dominique Simoneau, qui est une journaliste formidable, qui a passé son temps devant les tribunaux qui jugent ces comparutions immédiates, et qui donne une idée très dure, mais très vraie, de la façon dont ça se passe. Et si on vous suit bien, un avocat commis d'office n'est pas forcément débutant, alors. Il peut être... Alors, un avocat commis d'office n'est pas forcément débutant, parce que des gens qui n'ont pas de moyens suffisants pour payer un avocat, mais qui en connaissent un, peuvent demander à l'avocat qu'ils choisissent aussi d'accepter d'être commis d'office, donc d'être payé selon la rémunération assurée par l'État, qui est relativement limitée. Oui, bien sûr, il y a les commissions. Et puis, vous savez, il y a aussi parfois, je le dis, moi, j'ai aucun mérite aujourd'hui à le faire, mais il y a aussi des auto-commissions d'office. C'est-à-dire qu'il y a des avocats qui se commettent d'office eux-mêmes, des gens qui viennent vous voir, qui n'ont pas les moyens de payer leur avocat, mais que vous défendez quand même. C'est la moindre des choses dans un métier comme le nôtre, quand on a les moyens de le faire, que de l'accepter. Et c'est beaucoup plus fréquent qu'on imagine. Maître Soria, j'ai pu lire ces propos, les vôtres, dans un entretien. La défense des faibles, des pauvres, des subordonnés, des soumis, des étrangers n'est pas un acte de charité. Dans une démocratie, c'est un acte qui lui est essentiel, l'égalité des armes devant la justice. Est-ce que ce système fonctionne correctement ? Vous le touchiez du doigt à l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est toute la question, parce qu'il faut bien comprendre que là, on parle essentiellement de la comparution immédiate. C'est-à-dire que dans un dossier, que vous soyez commis d'office en comparution immédiate ou payé par un de vos clients, vous êtes dans un cas de défense d'urgence. Vous avez accès au dossier à 10h, 10h30, 11h, 11h30 du matin. Vous devez être prêt à 13h30, après avoir étudié le dossier, relevé les nullités de procédure s'il y en a, vu votre client, essayer de joindre sa famille pour avoir des éléments de garantie de représentation et d'être en capacité de plaider ce dossier. Lorsque vous êtes commis d'office, vous avez cette difficulté qui est multipliée par le nombre de personnes, de clients que vous allez assister. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 3, 4, 5, 6 clients à défendre dans les mêmes conditions. En 3 heures de temps, vous devez être capable de défendre 3 à 6 prévenus en moyenne devant
un tribunal correctionnel de comparution immédiate. Et la problématique de la comparution immédiate, c'est que ce sont en général les personnes qui y sont jugées, des personnes extrêmement affaiblies par la vie, fragilisées par la vie, que le procureur décide de juger ces personnes-là en comparution immédiate parce que c'est en général un tribunal qui va les emmener tout droit en prison. C'est un tribunal qui, en général, aujourd'hui, je peux le dire, mais je crois qu'on pourra revenir parce qu'il y a une décision de Créteil qui a été extrêmement choquante concernant la condamnation d'une personne en comparution immédiate en l'espace de 2 heures de temps à 15 années d'emprisonnement, ce qui signifie qu'aujourd'hui, les comparutions immédiates peuvent juger sur des peines plutôt courte, mais avec un mandat de dépôt à la barre, c'est-à-dire que la personne qui est jugée part directement en prison, mais peut aussi également avoir un quantum de peine très important. Comment expliquer à une personne qui est jugée en 2 heures de temps qu'il va prendre 15 années de réclusion criminelle, alors qu'on n'a pas pris le temps de pouvoir le juger, à mon sens, correctement. Henri Leclerc parlait, et en parle encore, du tribunal des délits flagrants. Oui. Et c'est la même, on est dans la même situation. Nous sommes dans des délits misérables, dans une population très fragilisée. Et on parle de vol, on parle de petits vols, voilà, on parle de... Voilà, on soit concret quand même pour on les parle de téléspectateurs. vol, on parle souvent de personnes qui ont déjà un casier judiciaire. Oui. C'est-à-dire que lorsque la personne se présente devant ses juges, il faut bien entendre qu'auparavant, elle a fait 24 heures, voire 48 heures de garde à vue. Suite à cette garde à vue, elle est déférée au dépôt de Paris, où elle peut rester jusqu'à 20 heures dans le dépôt de Paris. C'est-à-dire qu'elle se présente devant ses juges après 2-3 jours, sans avoir été en mesure de prendre une douche, de changer de vêtements, de dormir correctement, de manger correctement, parce que c'est comme ça que ça se passe en garde à vue, et d'être jugé immédiatement par des juges qui, en général, prononcent des peines plutôt courtes sur le quantum, mais avec un mandat de dépôt à la barre, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont accumuler des petites peines, très souvent, et qui vont se retrouver à la case prison, alors qu'on sait très bien que ces petites peines ne permettent pas une réinsertion adaptée pour ces personnes. Je voyais réagir Hervé Témine. Parce que c'est un problème extrêmement compliqué. D'abord, à votre question initiale, y a-t-il, en gros, une défense des pauvres, une défense des riches ? Oui, c'est vrai. On ne peut pas le contester. On est dans ce système-là aujourd'hui. Ben, il y a une défense très inégalitaire en fonction des moyens des justiciables. C'est malheureusement vrai. C'est pas Et d'ailleurs. pourtant, l'aide juridictionnelle est Oui, là. mais absolument. C'est pas la défense. Mais je pense que ça ne se ressent pas de la manière la plus criante dans les comparutions immédiates. Parce que là, dans les comparutions immédiates, si vous voulez, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de temps à passer sur la défense. Et vous pouvez avoir des avocats payés très cher qui sont pas très bons, et de jeunes avocats commis d'office qui sont merveilleux. Et je peux vous dire que c'est même plus fréquent qu'on imagine. Donc, il y a une défense des pauvres, une défense des riches, bien sûr. Ce serait vraiment absurde de le contester. En revanche, c'est pas là que ça se joue. Mais, selon moi, le problème des comparutions immédiates est extrêmement compliqué. Parce que il faut que des condamnations rapides puissent intervenir dans les affaires qui ne sont pas contestées. Je dis volontairement des condamnations. Je pense que dès qu'il y a une contestation, la comparution immédiate devient critiquable. Ok. Et par ailleurs, même si la condamnation peut s'envisager, il faut qu'il y ait des garanties qui n'existent absolument pas aujourd'hui. Ce serait très long d'en débattre, mais je crois que quand on parle de justice, de réforme judiciaire, on pense aux grandes affaires, aux scandales. Et c'est bien pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui. Mais vous êtes, à mon avis, très bien inspiré, sans vouloir être flagorneur, parce que en fait, là où le bas blesse le plus, c'est pas tellement, même s'il blesse aussi. Bien sûr. Dans les affaires qui font l'objet d'instructions très contestées, très contestables, où la présomption d'innocence n'existe pas, c'est dans cette justice quotidienne. De tous les jours, voilà, c'est ce que tous les j'allais jours. dire. Voilà. De tout le monde, de tous De les tout le jours. monde. Et là, il faut tout changer. Juste Un mot pour terminer. Pour rebondir, vous savez que on a fait un rapport au Conseil de l'ordre sur les comparutions immédiates. Et il y a 50% des faits, des prévenus qui contestent les faits, et on obtient 3% de relax. Tout cela pour vous dire que c'est une chambre de condamnation, et une chambre de condamnation à de la prison ferme en règle On générale. vous a entendu, on va poursuivre un petit peu avec cette phrase. Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Vous l'avez tous prononcé, cette phrase, c'est quand vous aviez prêté serment. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, Amandine Sarfati ? Je pense que notre quotidien, c'est l'humain, surtout quand on fait du droit pénal.
Donc il faut forcément ces qualités pour pouvoir assurer cette tâche. C'est la vie des gens qui est en jeu. Donc à un moment donné, si on n'est pas un minimum à l'écoute et dans la compassion et dans l'envie de sortir ces gens-là des difficultés dans lesquelles ils se trouvent, on ne peut pas faire ce métier. Et par ailleurs, ça exige de notre part un comportement à la hauteur de la tâche, même si c'est une tâche difficile. Il faut assurer, et c'est ce que je disais par rapport aux commissions d'office et par rapport aux comparutions immédiates, même si c'est quelque chose de difficile, quand on arrive et qu'on nous donne la parole, il faut donner le meilleur de soi-même parce que c'est la vie des gens. Et je pense qu'on peut vraiment faire bouger les choses quand on est avocat, même lorsque ce sont des personnes qui sont prises en flagrant délit. Je pense que la marge de manœuvre de l'avocat est présente et donc il faut être à la hauteur de la tâche qui nous est confiée. Hervé Temim, est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez prononcé cette phrase ? C'est pas exactement la même phrase, parce que moi j'ai prêté serment en 79, le serment a changé. Et je voudrais pas vous dire de bêtises, donc je vous dirai pas le serment que j'ai prêté, mais il ressemblait à peu près à celui-ci, j'imagine. Écoutez, bien sûr, je m'en souviens. Pour moi, bon, j'ai eu la chance, c'est une chance, hein, de faire un métier que j'ai voulu faire. C'est une vraie vocation, pas une histoire reconstruite. C'est la vérité. Donc pour moi, c'était quelque chose de très grand. Vous savez ce que disent les vieux avocats maintenant? J'ai tendance à en devenir un. En tout cas, moi, c'est ce que j'entendais. Chez nous. Jean-Louis Pelletier m'avait dit, vous savez, dans le Midi, on dit que le meilleur d'entre nous n'est pas à la hauteur du métier. Et c'est vrai, parce que je crois que si vous voulez, pour moi, peut-être que ça peut paraître absurde, mais pour moi, c'est grand de défendre quelqu'un. C'est quelque chose d'immense. C'est une fonction qui est non seulement essentielle, évidemment, au fonctionnement du système judiciaire, à la démocratie, etc., mais c'est quelque chose d'humainement immense. Imaginez que vous ayez besoin d'être défendu, c'est quelqu'un qui va, avec les pouvoirs qui sont les siens, devoir vous essayer de sauver votre honneur, votre probité, parfois, la probité c'est le serment, votre liberté, et qui à un moment va parler à votre place. Vous vous rendez compte? Donc pour moi c'est quelque chose de formidable. D'ailleurs, j'adore les avocats pénalistes. Oui, après près de 40 ans d'exercice, et la fréquentation de plein de milieux professionnels différents, parfois formidables, j'adore les avocats. Il y a une mentalité extraordinaire chez les avocats. Ils sont parfois singés, on a plein de défauts. Moi, le premier, on mérite d'être critiqué, bien sûr. Mais c'est une mentalité extraordinaire et qui se perd. Parce qu'en plus, les gens qui défendent, comme vous, quels que soient nos âges, quelles que soient nos clientèles, quelles que soient nos affaires, on a une qualité, au sens strict, assez rare. On n'est pas dans le jugement. Aujourd'hui, tout le monde juge tout le monde. Tout de suite. C'est rigolo, oui. Oui, les avocats ne sont pas dans le jugement. Ils doivent défendre des hommes, des femmes, pas des causes, pas autre chose. Ce qui est arrivé à Éric Dupond-Moretti, qui défend le frère de Mohamed Merah, c'est exemplaire. Et il a fait état des menaces dont il était victime, dont ses enfants étaient victimes, et il en a fait état d'une manière qui est l'exacte signification de notre métier. Je ne défends pas une cause, mais je défends un homme. Qui peut penser qu'en défendant un homme accusé de complicité de faits de terrorisme, son avocat épouse la cause du terrorisme? C'est absurde. Et souvent, on confond trop l'avocat avec celui ou celle qu'il défend. C'est formidable. C'est bon de le répéter aussi. Et vous savez, et l'avocat, c'est celui, moi je m'en suis aperçu très souvent, qui, alors que plus personne ne vous considère, vous dit « Au revoir madame, au revoir monsieur », avec du respect dans les yeux. Amandine Sarfati, page 56 de votre ouvrage, vous dites « Un bon dossier, ce n'est pas toujours ce que l'on croit ». C'est quoi un bon dossier? C'est justement pas ce que l'on croit, parce que souvent on a plein d'éléments favorables et finalement on perd le dossier. Il y a d'autres dossiers dans lesquels on n'est pas forcément satisfait des premiers éléments, et à force de travail, de recherche, on finit par faire bouger les choses, et c'est ce qui fait sans doute que le métier d'avocat est aussi absorbant et excitant, parce qu'on ne sait jamais comment les choses vont tourner, surtout qu'il y a des imprévus. On a face à soi une partie adverse qui aussi peut avoir beaucoup de talent, et donc il y a une gymnastique intellectuelle et quelque chose de vraiment excitant à mener à bien un dossier. Et pour en revenir à cette phrase, on ne sait jamais comment ça va finir. Aurélie Soria, est-ce qu'on est convaincu ou est-ce qu'on fait mine de l'être quand on défend un dossier? C'est toute la question. C'est très intéressant parce que je suis plongée dans les mémoires d'Henri Leclerc. C'est mon mentor. C'est le mentor de la quasi-majorité des avocats de France et de Navarre. Il a très peu d'ennemis.
Et il m'a indiqué, j'étais en stage chez lui, et un jour, on essaye de savoir si, lorsqu'on prend connaissance d'un dossier, lorsqu'on va épouser le rôle de défenseur, eh ben, on a une lecture qui nous permet de croire à ce que dit notre client. Alors, ça dépend des dossiers. Je vous parle des dossiers où la personne que vous allez vous défendre vous garantit qu'elle n'a pas commis les faits pour lesquels elle est. Et il y a, dans beaucoup de dossiers, des éléments qui permettent d'accréditer cette thèse. Henri Leclerc disait, ça dépend de quel côté vous illuminez les faits. Et si on les illumine d'un côté, ils ont tendance à s'aligner parfaitement. Eh ben, notre rôle, c'est de les illuminer de l'autre côté. C'est-à-dire que la police a fait son travail d'enquête, elle a considéré qu'en illuminant de ce côté, les faits conduisaient au fait que la personne qui est devant moi et que je vais défendre a commis ces faits-là. Eh ben moi, en mettant une lumière un peu indirecte, je peux considérer qu'elle ne les a pas commis. Et j'avoue que maintenant, je pourrais même dire que je n'ai obtenu des relax ou des acquittements que lorsque j'étais convaincue de l'innocence de mon client. Mais l'idée n'est pas celle-là. Je ne me pose pas la question comme ça. Mais je suis d'une sincérité absolue quand je plaide. Et j'ai fait beaucoup de théâtre, moi, dans ma vie. Alors, mais ça n'a absolument rien à voir. Vous ça n'a devancez. absolument rien à Alors voir. justement, vous devancez Rien à voir. ma question, la question suivante. J'ai pu lire, et on l'entend souvent, hein, les procès, c'est un peu le théâtre de la vie. Vous voyez, ça mélange un peu la réalité et la fiction. C'est ça, il faut avoir fait du théâtre. C'est du théâtre, Hervé Temim? Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas avoir fait du théâtre. On peut en avoir fait, ça sert toujours. Ça peut servir beaucoup, ça peut nuire aussi à certains. Vous savez, il y a de mauvais acteurs aussi, hein. Il y a de mauvais comédiens. Non, en revanche, moi, vous avez eu la gentillesse de citer mon livre, qui n'a pas la force de celui d'Henri Leclerc, bien sûr. Mais j'ai fait un petit chapitre, c'est sur les avocats, qui disait rond de cuir ou saltimbanque. Il y a quelque chose du saltimbanque chez l'avocat pénaliste, et c'est vrai qu'un procès, il n'y a pas plus saisissant, plus passionnant, plus prenant qu'un procès. Bien sûr. Peu de pièces de théâtre où il y a autant En tout d'intensité, cas, de qui tentent de rebondissement, reproduire, d'intérêt. oui. Mais en revanche, moi je crois, alors vous citez, je ne savais pas que vous aviez eu Henri Leclerc comme patron, maître de stage, et moi j'ai la chance d'être, en raison de mon âge, que ce soit un ami, j'ai la plus grande admiration pour lui. Comme je n'avais pas de patron, j'ai en mémoire quelques formules qu'il m'a dites il y a des années et des années. Et par exemple, s'agissant de la plaidoirie, il disait c'est l'art de la sincérité, et c'est vrai. Je vais vous donner un exemple puisque vous parlez d'Henri Leclerc. Moi, quand j'ai commencé à être avocat, j'allais entendre plaider les avocats comme on va au théâtre. Voilà, c'était mes idoles, mes héros. Et je scrutais les rôles des cours d'assises de toute la région, Paris, qui sont sur le fronton des cours d'assises, et j'allais entendre plaider les avocats. Et au début, j'étais très très impressionné, parce que vous savez, une grande plaidoirie d'avocats, surtout dans les années 80, c'est très impressionnant. Il y avait des types extraordinaires, comme par exemple Jean-Louis Pelletier. Je dis type, il y avait peu de femmes. Et puis Henri Leclerc m'a fait comprendre quelque chose. Moi, j'adore Henri Leclerc, j'ai une admiration sans borne pour lui. Pas seulement pour l'avocat, mais pour l'homme qu'il est. Mais au départ, je l'ai trouvé formidable, mais sans plus. Et un jour, il m'a fait comprendre un truc que j'enseigne depuis à tous mes collaborateurs. Il y a il faut déjà être bon, hein. Mais quand on est bon, il y a deux. Voilà, parlons des bons. Il y a deux types de bons avocats ou de bonnes avocates. Il y a l'avocat ou l'avocate qui a fini de plaider, et puis vous vous dites, putain, quel numéro, parce que c'est. Et puis il y a l'avocat ou l'avocate qui a fini de plaider, et vous vous dites, ah mon Dieu. Mais il a raison. Il a raison. Et c'est ça le grand avocat. Et ça, c'est Henri Leclerc. C'est le type qui fait des fautes de français, qui ne retrouve pas ses papiers, qui s'en mêle les pinceaux, mais c'est tellement vrai ce qu'il dit. La plaidoirie, c'est l'art de la sincérité. Ah ouais. On vous a entendu, on va rester justement sur les plaidoiries. J'ai pu lire que pour la plaidoirie, le droit ne suffit pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut donc apporter quelque chose d'autre que le droit? Évidemment. Le droit ne suffit pas. Non, mais le droit devrait être un dénominateur commun à tous les avocats. Ouais. C'est pas sauf dans des domaines, on ne va pas rentrer dans ce détail, sauf dans des domaines très spécifiques ou très particuliers. C'est pas ça qui fait la différence en tout cas, entre les avocats spécialisés, entre les meilleurs avocats. Mais il y a des avocats qui sont de remarquables juristes, et vraiment, alors là, pour le coup, ça profite toujours. C'est pas comme le fait d'avoir fait du théâtre. Ça profite toujours. Est-ce qu'une plaidoirie peut changer, peut faire évoluer les mentalités? Je pense notamment à Gisèle Halimi, lorsqu'elle lance devant le tribunal de grande instance de Bobigny en novembre 72.
Est-ce que vous accepteriez, vous, messieurs, de comparaître devant des tribunaux de femmes parce que vous auriez disposé de votre corps? Elle fait réfléchir la société. Est-ce que vous, quand vous plaidez, est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous avez des auteurs de plaidoirie en tête? Alors, non, mais pour donner un exemple, lorsque j'étais très jeune avocate, j'ai prêté serment tardivement en 2009, j'étais en comparution immédiate. Et je défendais un client qui avait causé des violences sur un policier. Les violences étaient importantes, le policier avait 21 jours d'ITT, je crois, et c'était une de mes premières permanences. Et j'ai plaidé, et mon client avait le sida. Et il avait des vrais problèmes médicaux suite à cette maladie. Bien sûr. Et j'ai plaidé pendant plus de 40 minutes sur les conditions d'incarcération, sur le fait qu'on ne pouvait pas incarcérer une personne dans l'état physique dans lequel était mon client. Il était très peu probable que mon client puisse sortir. Le juge, qui n'était pas un juge habituel de la comparution immédiate, l'a remis dehors. Cette plaidoirie de 45 minutes où je n'ai pas évoqué les faits, où j'ai juste évoqué les conditions d'incarcération, je ne sais pas si aujourd'hui je la referai, je vous le dis sincèrement. Mais je sais qu'elle a été pour moi essentielle de faire comprendre les conditions d'incarcération des détenus. Et je trouve qu'on a tendance à se résigner, et notamment en comparution immédiate, parce qu'on a peu de temps. Mais je veux dire, quand on sait dans quelles conditions on va incarcérer les personnes qui vont partir le soir même en détention, et que les juges n'ont pas forcément connaissance de ces conditions d'incarcération, c'est de notre devoir de les en informer, c'est notre devoir de le plaider, et c'est de notre devoir de faire avancer les choses là-dessus, je pense. Alors, il y a une très belle entente sur ce plateau, et pourtant, Amandine Sarfati, vous dénoncez une forme de fausse confraternité dans votre ouvrage. Vous dites non, les avocats ne sont pas tous amis, voire même travaillent très seuls. Est-ce que c'est vrai? Je pense que dans tous les milieux, on rencontre des gens bien et des gens moins bons. Et c'est un principe qu'on retrouve y compris dans la profession d'avocat. J'ai eu la chance de rencontrer des confrères extraordinaires et qui respectaient cette déontologie, et tant mieux. Mais c'est vrai que je ne voudrais pas... casser la belle ambiance de ce plateau. Mais il y a quand même, je pense, un envers du décor et un côté obscur de cette profession. Les relations entre avocats ne sont pas toujours paisibles. Et effectivement, j'ai pu rencontrer dans ma jeune carrière des avocats avec lesquels ça ne s'est pas bien passé. Et la déontologie qu'on nous apprend à l'école des avocats n'est pas toujours identique à celle qu'on rencontre dans la vie de professionnels du droit et dans la vie d'avocat. Ce qui m'amène à la deuxième question. Vous parlez même d'un phénomène de machisme, en fait, dans la communauté des avocats. Comment vous l'avez ressenti? Encore une fois, le machisme, c'est présent, et c'est aussi également présent dans la profession d'avocat. Après, moi, j'ai eu un incident particulier lors d'une audience devant une des commissions de l'ordre. Ne réglez pas vos comptes ici, c'est pas le lieu. On en a parlé juste avant, il n'y a aucun problème, et c'est vrai que c'est intéressant d'en parler, et c'est bien de le dire. Ou donc, pour expliquer un petit peu l'audience, c'est un confrère que j'ai eu dans un dossier qui s'est estimé, qui m'a poursuivi pour manquement à des règles de déontologie, et qui, lors de l'audience, a dit haut et fort, cette femme, donc face à un jury d'hommes, cette femme ne fait pas le même métier que nous. Et donc, cette phrase, elle m'a fait du mal. Et après cette audience, j'ai été forcée de me demander, si j'avais été un homme, est-ce qu'on aurait dit cet homme ne fait pas le même métier que nous? Et je ne pense pas. Je pense que véritablement, par moment, être une femme et être jeune, c'est compliqué. Un peu comme partout, bien sûr. Alors, oui, vous avez tout à fait raison. Et je suis le premier à le déplorer. Je ne pense pas avoir bien d'autres défauts à avoir versé là-dedans. C'est en train de changer à vitesse grand V. D'abord, même sur ce plateau, et c'est d'ailleurs très représentatif de ce qu'est notre métier, il y a plus de femmes que d'hommes qui sont avocats, et c'est une très bonne chose, mais c'est vrai qu'au pénal, pendant très longtemps, les femmes avaient beaucoup de difficultés à émerger, et c'est quelque chose qui était tout à fait anormal. C'est en train de changer.
c'est en train de changer et je pense que... Ça va dans le bon sens. Ah mais ça va dans le très bon sens. Je pense qu'aujourd'hui, Je complète il y a même juste, un phénomène quasi inverse qui est en train de poindre. Je complète Peut-être cette tant mieux. phrase. Je voulais vous demander également si c'était un milieu fermé, vous voyez, ouvert à quelques privilégiés, ou est-ce que la profession tente à se diversifier, même socialement, au-delà des sexes? Est-ce que aussi, en termes de conditions sociales, est-ce que vous avez vu cette évolution, vous? Écoutez, je suis pas certain, mais moi, j'ai pas de chiffres en main. Je crois qu'à l'ordre on a. C'est un ressenti. Alors c'est moi, juste j'ai votre ressenti. non, j'ai pas du tout ce ressenti. Autant sur le terrain du machisme et d'une misogynie qui était manifestement très prégnante, en tout cas au pénal, je trouve qu'il y a une évolution très notable, même si elle est tardive, mais qui pour moi est indiscutable. Autant, je vous dirais que le milieu, enfin des avocats, en tout cas pénalistes, n'est absolument pas fermé. En revanche, je suis pas certain que la profession soit beaucoup plus accessible qu'avant. Non, à des gens issus de milieux défavorisés, de minorités. Je le constate pas de manière criante. Il y a des efforts à faire. Et j'ai même eu à essayer d'intervenir, alors pas à Paris, mais dans des barreaux de province, pour des avocats qui avaient des problèmes de racisme absolument inimaginables, quoi, des avocats. Alors que vraiment notre métier est un métier où a priori on partage tous des valeurs qui nous en éloignent considérablement. Très largement. Sur cette question, si vous permettez, Bien sûr. moi j'ai la chance de diriger une prépa barreau, la prépa sub barreau, et donc chaque année je vois de nombreux étudiants venant préparer avec nous l'examen du CRFPA. Et je constate que les étudiants viennent de tout milieu, de tout horizon, et également des gens qui ne sont pas forcément parisiens, qui viennent de province ou de banlieue. Cela dit, c'est vrai que ce sont des études qui sont longues, et faire 7 ou 8 années d'études, c'est un luxe. Donc à un moment donné, soit on trouve un financement pour pouvoir aller jusqu'au bout, soit malheureusement on est obligé et contraint de se tourner vers d'autres horizons. Néanmoins, moi je salue vraiment le courage des étudiants que je croise tous les jours et surtout lors de la période estivale, parce que c'est à cette période qu'on prépare les étudiants, et certains travaillent la nuit pour pouvoir se payer la prépa, sont en CDI à temps partiel, ont des petits jobs pour compenser, et moi j'ai l'impression que c'est un métier qui est accessible, et si on s'en donne les moyens, on peut y arriver, même si c'est très compliqué de tenir 8 ans sans travailler à côté. Je vous garde quelques secondes, puisque je voulais évoquer la conclusion de votre livre. Vous ne ferez pas ce métier toute votre vie. Vous raccrocherez la robe un peu comme on raccroche les gants. Vous demanderez peut-être même votre retrait du barreau. Comment vous regardez la carrière de grands avocats qui continuent de plaider à 50, 60 et peut-être même plus? Écoutez, je suis très admirative. Après, je pense moi, c'est un peu particulier parce que j'avais une autre passion dans la vie, et je viens du milieu de la musique. Donc, si vous voulez, ça a été un choc tellement violent. Chaque moment que je vis est exceptionnel, mais je me sens... c'est difficile de se sentir à sa place quand on vient d'un milieu aussi éloigné, qui est celui de la musique par rapport à celui du droit. C'est vrai que c'est quand même à l'opposé. Néanmoins, encore une fois, ce que je dis dans ce bouquin, c'est que ce métier m'a rendue plus forte, qu'il m'a ouvert des portes, qu'il m'a appris la vie. Et je voudrais absolument pas cracher dans la soupe. Et pour répondre à votre question, je suis extrêmement admirative, et je ne peux que saluer les grandes carrières qui m'impressionnent. J'aimerais qu'on consacre vraiment la dernière minute de l'émission à la politique. C'est bien normal, sur la chaîne parlementaire. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a récemment présenté 5 chantiers pour tenter d'améliorer la justice en France. Je la cite, il n'y a aucun doute sur le fait que la justice soit une priorité du gouvernement. Avant de préciser, mais la justice, c'est aussi solidaire de l'effort gouvernemental. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels efforts il faudrait faire encore? Si vous aviez la ministre en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Mais moi, je reste dans mon domaine de prédilection, qui est évidemment la défense pénale et la défense pénale d'urgence, où il y a un vrai souci sur l'indemnisation des avocats qui exercent un métier extrêmement difficile, comme on le voit dans le film d'ailleurs, où on a une paupérisation de ces avocats commis d'office, alors qu'ils font un travail remarquable, indispensable à notre société. Et je considère que le gouvernement, que la garde des Sceaux doit se battre pour nous permettre et permettre à notre profession d'assurer des permanences avec des avocats rémunérés correctement.
correctement. Donc là-dessus, il y a également le sens de la peine. Elle l'a évoqué à un moment dans une interview, je l'entendais à ce propos, en indiquant qu'il va falloir réfléchir au sens de la peine. Aujourd'hui, condamner des personnes à de multiples reprises à des petites peines, ça n'a pas de sens. C'est un retour en case prison assuré. S'il n'y a pas d'insertion, de réinsertion, la prison ne sert à rien. Merci, on vous a entendu. Hervé Temim, d'un mot pour conclure. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. Les 5 volets de ces chantiers me paraissent très intéressants. Et si j'avais une chose à lui dire, parce qu'elle ne vient pas du sérail, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est d'essayer de rapprocher les magistrats des avocats, quand je dis leur faire comprendre mieux ce qu'est la fonction et le fait de défendre, leur faire mieux accepter ça. Et en revanche, séparer les magistrats du parquet, ceux qui requièrent des magistrats du siège. Parce que là, il y a une proximité, une promiscuité qui parfois nuit au bon déroulement de la justice. La ministre regardera sûrement cette émission en espérant qu'elle vous entende. Le courage pour un avocat, c'est l'essentiel, disait Robert Badinter. Et c'est là-dessus que l'émission se termine. Merci infiniment à vous trois d'y avoir participé. On se retrouve très vite pour un nouveau film suivi d'un débat.